Bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de cette édition. La mise en examen du meurtrier présumé de la jeune Fanny, décédée samedi soir à Tourcoing. Mise en examen pour homicide volontaire. La victime avait reçu plusieurs coups de couteau lors d'une bagarre entre deux familles. Des conseils de discipline pas comme les autres au collège Sévigné de Roubaix, un établissement théâtre de sérieux incidents. Il y a 2 semaines, 2 élèves avaient été arrêtés. Première sanction, exclusion pour un des collégiens et des avertissements pour certains de ses camarades. Enfin, Calais réserve le meilleur accueil aux Berlioz, arrivé cet après-midi du dernier né de la compagnie Sea France, un nouveau ferry très attendu par le port de Calais qui a connu des heures difficiles. Dans ce journal, le portrait du nouveau navire transmanche. Mais tout d'abord, donc, la mise en examen de ce jeune homme de 23 ans, auteur présumé des coups mortels portés samedi à une adolescente de Tourcoing. Il a ce soir été incarcéré. La famille de la victime lance un appel au calme. Une marche silencieuse pourrait être organisée en fin de semaine. Didier Piton, Dominique Dumont. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse jusqu'à présent. On ne comprend pas ce qui est arrivé. 3 jours après la violente altercation qui a coûté la vie à une jeune fille de 18 ans samedi soir à Tourcoing, c'est toujours l'incompréhension chez les parents de la victime, une famille brisée qui appelle aujourd'hui au calme et au recueillement. On va enterrer notre fille dans la dignité. C'est tout ce qu'on a demandé à notre communauté, de rester dans le calme et dans la dignité, quoi. Voilà. C'est ça le sentiment qui nous anime actuellement, et dans la douleur. Le meurtrier présumé, un jeune homme de 23 ans, a été présenté cet après-midi au parquet de Lille après avoir reconnu les faits. Les enquêteurs à présent vont tenter de comprendre comment une simple dispute a pu ainsi dégénérer. C'est grave parce que des différentes bandes font qu'il y a un mépris de la mort, il y a même un mépris des conséquences. Celui qui a porté ce coup de couteau prend conscience maintenant, d'après les enquêteurs, que la sanction c'est un crime, que ça se terminera par un procès d'assises et que la sanction sera lourde. La famille du meurtrier présumé a d'ailleurs été invitée à quitter temporairement le quartier de Belle-Encontre, un secteur placé sous étroite surveillance policière et qui devrait être en fin de semaine le théâtre d'une marche silencieuse à la mémoire de Fanny. Le proviseur du collège Sévigné de Roubaix entend bien restaurer l'autorité. Sévigné, un établissement montré du doigt après les incidents des dernières semaines. On se souvient des jets d'acide notamment. L'interpellation mouvementée de 2 élèves avait également provoqué bien des remous. Ce mardi, les conseils de discipline se sont succédés. Première sanction, une exclusion et des avertissements. Sur place, Corinne Péot, Patrick Duluc. Les 2 jeunes garçons sont arrivés et repartis sans dire un mot. Dans l'indifférence générale, le conseil de discipline du collège Sévigné de Roubaix a tranché ce matin pour l'un d'entre eux, âgé de 15 ans, soupçonné d'avoir jeté des bouteilles d'acide dans la cour les 14 et 15 mars dernier. C'est l'exclusion définitive. C'est une sanction très très grave parce que je crois qu'ils se sont trompés, qu'ils auraient pu le laisser finir sa scolarité au moins jusqu'en fin d'année. C'est très grave pour nous, point de vue des parents et l'élève concerné. Le plus jeune, 12 ans à peine, lui aussi mis en examen par le juge pour fabrication et détention d'engins explosifs, a obtenu un sursis. Donc vous êtes satisfait? Pas pour le moment. Pour le moment, après on verra bien. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant peut reprendre les cours sous haute surveillance. Comme la loi l'autorise depuis juin 2000, les 2 élèves étaient assistés de leur avocat. On en est qu'au tout début de l'instruction correctionnelle, donc soyons patients. Justice n'est pas rendue. Néanmoins, nous sommes intervenus utilement, me semble-t-il, devant ce conseil de discipline. Les collégiens devraient comparaître dans quelques mois devant un tribunal correctionnel pour enfants. Ils encourent 5 années d'emprisonnement. Des nouvelles plutôt rassurantes des 2 jeunes victimes d'un grave accident sur la foire de Lille ce week-end. Ils restent hospitalisés mais leurs jours sont hors de danger. Le manège en question est au cœur de toutes les interrogations. La sécurité, les vérifications, le tout dans le petit monde très solidaire des forains. L'enquête s'annonce difficile. Camille Boudin, Emmanuel Kinard. Les policiers de la sûreté urbaine enquêtaient encore ce matin pour tenter de comprendre ce qui a bien pu faire basculer le wagon dans lequel se trouvaient les 2 adolescents. Hasard malheureux ou défaut d'entretien, une information judiciaire pourrait être ouverte dès demain pour le déterminer. Les forains sont pourtant tenus à un entretien très strict de leurs installations. Un certificat de sécurité délivré par des contrôleurs techniques agréés est par exemple obligatoire. Le mien, il vient de se périmer, j'en ai fait faire un nouveau au début de l'année. Et donc, tous les 3 ans, c'est renouvelé.
Il regarde tous les points sensibles, tous les points principaux. C'est-à-dire le calage, l'ossature, le mécanisme, le guidage des rails, les nacelles, combien il y a de nacelles, l'accès au public. La sécurité du matériel relève par ailleurs du code de la consommation et du code du travail auquel tout commerçant est soumis. Les forains sont ainsi tenus de vérifier quotidiennement leur matériel. Eh ben, on regarde les roulements, on regarde le manège, il n'y a rien qui cloche, les fils, vérification des boulons, tous les matins. Et c'est systématique, s'il y a vraiment... Ah oui. C'est dans notre tête de toute façon ça. Hein. Parce que les enfants nous les aiment bien. Et c'est un peu du professionnalisme. Vous savez, tous les matins, on aime bien que le manège marche bien. De toute façon, c'est notre gagne-pain. Enfin, toute municipalité qui accueille une fête foraine reste libre d'organiser de nouvelles expertises. La mairie de Lille n'a pas réclamé ce type de vérification supplémentaire la semaine dernière et ne souhaite plus communiquer sur l'affaire. Mais certaines communes ont d'ores et déjà écrit au gouvernement pour dénoncer le vide juridique qui caractérise les installations foraines et réclamer une harmonisation. Et un éclairage sur ce dossier avec vous, Pascal Copin. Bonsoir, vous pratiquez donc des contrôles techniques. Comment un tel accident peut-il se produire? Qui valide dans les foires les manèges et leur bon fonctionnement? Le jour du montage, il n'y a pas vraiment de contrôle. Hein, le contrôle a lieu donc, comme le reportage le dit, tous les 3 ans. Hein, et c'est un contrôle sur l'état de conservation, mais il n'y a pas vraiment de visite après montage. Est-ce que c'est suffisant tous les 3 ans? Suivant la réglementation, oui. La réglementation demande 3 ans, donc. Mais après le montage, c'est l'exploitant qui le fait comme il faut, quoi. De votre côté, comment, très concrètement, vous vérifiez tout ce matériel? C'est un contrôle assez complet, quoi. On contrôle la charpente, la stabilité du manège, les sujets s'il y en a, les pistes, les rails, l'installation électrique, les bâches s'il y en a, il faut que ce soit des bâches inifugées, l'extincteur, le circuit hydraulique ou le circuit pneumatique s'il y a lieu. Hein, mais enfin, c'est un contrôle toujours sur l'état de conservation. Est-ce que vous comprenez ce qui a pu se passer ce week-end? Non, j'ai pas suivi l'affaire non plus. Hein, c'est rarissime, c'est un accident rarissime. C'est rare. Hein, moi, j'ai jamais entendu parler d'un accident comme ça sur une fête foraine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des manèges qui sont potentiellement dangereux? Non, parce que faut savoir que au niveau de l'exploitant, c'est son gagne-pain, hein, donc il en prend énormément soin. Des manèges dangereux, non. Ça arrive quelques remarques, mais ça ne m'a jamais arrivé de refuser un manège. Jamais. Très bien, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage. Il s'est fait attendre, mais il est arrivé à bon port. Le Berlioz a fait son entrée cet après-midi à Calais, un ferry qui sort des ateliers de Saint-Nazaire, un navire de plus donc pour SeaFrance, le 6e qui assurera la liaison vers Douvres. Dans un instant, 3 questions au président du directoire de SeaFrance, mais tout d'abord les premières heures du Berlioz à Calais avec Valérie Dermercédian et Guy Aillard. 15 mois qu'on l'attendait, Berlioz a fait son entrée cet après-midi dans le port de Calais. Parti hier matin des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le dernier né des ferries de la compagnie SeaFrance a gagné son nouveau port d'attache après une odyssée de plus de 30 heures. C'est le bateau de toute la compagnie et je crois qu'on peut tous en être très fiers. Ouais, je pense. Hein. Et maintenant un 3e. Hein. Car avec le Berlioz, le directeur de la compagnie française peut se targuer d'avoir déjà 2 bateaux neufs sur sa flotte de 6 navires. Berlioz, c'est un géant de 15 000 tonnes, de 186 mètres de long et haut comme un immeuble de 14 étages. Impressionnant, même quand on a l'habitude des ferries. On a un beau joujou entre les mains, donc c'est quand même, même à 57 ans, on est quand même ému. Ouais, j'ai le sentiment que ce genre de navire ressemble plus à un paquebot qu'à un car-ferry. Car si le SeaFrance Berlioz ressemble de l'extérieur comme 2 gouttes d'eau à son grand frère le Rodin, à l'intérieur, c'est une symphonie de notes colorées. Pour accueillir les 1900 passagers, la compagnie a misé sur une toute nouvelle décoration. Plus de pitch. La couleur est nettement plus prononcée. Les choix sont, on aime pas, mais plus prononcé, plus agréable, plus jeune. C'est un bateau qui donne l'impression d'être plus jeune. Plus contemporain, plus coloré, le Berlioz assurera 10 traversées de la Manche quotidiennes, mais il faudra patienter jusqu'au 4 avril pour son premier voyage commercial.
Et notre invité en direct de Calais, le président du directoire de SeaFrance. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'arrivée de ce nouveau ferry, c'est une bonne nouvelle, mais le marché transmanche, c'est un marché difficile, n'est-ce pas un pari trop risqué? Bonsoir. Un pari trop risqué, sûrement pas. Nous avons réussi il y a 3 ans le pari du SeaFrance Rodin. Nous avons bien l'intention aujourd'hui de réussir celui du SeaFrance Berlioz, avec la continuité d'un deuxième navire neuf de fort tonnage et de standard paquebot, et un navire qui est en même temps différent, avec un look, comme vous l'avez entendu, différent, et qui va nous permettre de continuer à progresser sur un marché effectivement extrêmement difficile, extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif, mais sur lequel nous sommes des vrais spécialistes. Alors justement, P&O relance une campagne à bas prix. Vous arrivez avec le Berlioz. Ce sont 2 stratégies complètement différentes qui s'affrontent. Ce ne sont pas 2 stratégies complètement différentes, parce que les bas prix, lorsque il faut les faire, nous savons aussi nous aligner, mais c'est vrai qu'il y a actuellement sur le transmanche des prix qui ne sont pas raisonnables parfois. Nous saurons traverser cette crise de façon à pouvoir continuer à proposer à nos clients un vrai service, une vraie qualité et surtout un vrai agrément des traversées, parce que notre spécificité, c'est d'offrir vraiment du voyage et non pas seulement du transport. Un mot encore sur le port de Calais, problème structurel, malaise social aussi. Le trafic fret pourrait être transféré à Dunkerque? Non, nous avons un problème conjoncturel à Calais avec l'arrêt des passerelles, la moitié des passerelles qui sont en avarie ou en grande réparation. C'est une mauvaise période à passer, c'est une période très difficile et très pénible qui entraîne un certain nombre d'inquiétudes dans le personnel, donc un certain nombre de tensions, mais je pense que d'ici l'été, tout cela sera derrière nous et que nous serons en pleine forme pour accueillir tous nos clients, pour aller en Angleterre ou pour venir pour nos amis britanniques sur le continent pendant l'été, et que le trafic fret sera de retour également à cette période. Merci d'avoir été avec nous en direct de Calais. Une nouvelle date qui restera dans l'histoire de Métal Europe, la fermeture demain de la cellule de reclassement. Elle était chargée d'accueillir et d'orienter les salariés. Janvier 2003, on s'en souvient encore, cette annonce, 830 licenciements. Combien sont-ils à avoir retrouvé un emploi? Que sont-ils devenus? Nathalie Berthier. Encore un deuil à faire pour les salariés de Métal Europe. 2 ans après sa création, la cellule de reclassement tenait sa dernière réunion aujourd'hui. Les visages sont graves. Les consultants chargés d'accompagner les licenciés dans leur recherche d'emploi dressent le bilan. Un bilan mitigé. Sur les 803 salariés inscrits, seuls 271 ont retrouvé un emploi à durée indéterminée ou un CDD de plus de 6 mois, soit 35%. 4% sont actuellement en contrat à durée déterminée et 18% en recherche active d'emploi, soit 22% restent en situation précaire. 16% ont pu bénéficier de la convention d'allocation spéciale de pré-retraite. 13% sont considérés difficilement reclassables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de problèmes sociaux, ce qui représente plus d'1 personne sur 10. Demain, tous les dossiers seront définitivement classés, la cellule n'existera plus. L'association Cœur de Fondeurs, qui réunit d'anciens métallos, envisage de prendre le relais pour soutenir les personnes restées sur le carreau. Et la mobilisation continue, même si elle prend un autre visage. Ainsi, à Courcelles-lès-Lens, cette chanson écrite par une habitante de la commune, elle en dit long sur les événements, les souffrances tout à la fois collectives et personnelles des 2 dernières années. Céline Rousseau, Fabien Humbert. Marie-Laure est une fille de la chanson. Des soirées cabaret, des spectacles, elle en voulait plein ici à Courcelles-lès-Lens quand elle a racheté ce café avec son mari. Mais elle est tombée au mauvais moment. Quand on a signé, 8 jours après, Métal Europe annonçait 200 licenciements. Donc on avait signé, on a dit qu'est-ce qu'on fait, on essaye de pas venir, puis on a dit ben non, on y va. On y va, donc on est arrivé, mais on est tombé, comme je dis à chaque fois, en plein dans la marmite de la tristesse, du désappointement. Pendant ce conflit, elle, la Béthunoise, a remonté le moral des métallos, leur a préparé des casse-croûtes. Aujourd'hui, 2 ans après la fermeture du site, elle leur a enregistré une chanson.
Au départ, je voulais leur écrire un courrier, une lettre, quoi. Et puis après, vous savez, quand on écrit, bon, après, on le tourne un peu mieux, et puis c'est devenu une chanson, mais presque sans se rendre compte. Elle était pourtant fière, Bénin au royal ancêtre, comme cette vieille dame. Monde ouvrier, c'est un travail artisanal, mais déjà pro. Grâce à la subvention d'Active Cœur Environnement, la SCOP des anciens métallos pour la dépollution du site. Nous avons été séduits par sa voix, sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre le monde ouvrier, puis je crois qu'elle a compris le combat des métallos, et c'est ce qui était important pour nous. Le CD ne va pas être vendu très cher, mais on voudrait faire un CD que tous les ouvriers puissent l'acheter. Et voilà, donc il n'y aura pas de bénéfice sur cette action. 1000 exemplaires ont été tirés. Un album est à venir. Alors toi, métallo, reprends courage pour ce monde ouvrier. Tu dois lutter, quel que soit ton métier. Et puis lundi, folle journée à Cassel, où décidément le charme des géants opère encore. Il traverse les générations, place à la fièvre du carnaval pour la cité flamande, dont le cœur battait la chamade hier jusque tard dans la soirée. Avec émotion, la foule a accompagné les célèbres Rose Papa et Rose Maman, 2 sorties pour l'occasion. À la mairie, Bruno Espalieu. Faites place, voici le cheval jupon. C'est pour écarter la route, pour que les grosses têtes et les géants de Cassel ils savent passer pour danser dessous. Vous êtes un petit peu comme les CRS alors? Exactement, à peu près pareil, on dira. C'est une habitude, tous les lundis de Pâques, ils sont de sortie, on n'y peut rien. Rose Papa et Rose Maman sont des fêtards qui sortent accompagnés en plus par de drôles d'Olibrius, les grosses têtes. Allez savoir pourquoi. L'histoire des grosses têtes. Les grosses têtes, c'est tard, généralement. Tout ce que je sais sur les grosses têtes, c'est que nous, demain, on va avoir une grosse tête. Ça a été fait pour étoffer un petit peu le cortège des géants. Donc les premières grosses têtes qu'on a acheté ça en 56 à la ville de Nice. 50 ans qu'ils dansent avec Rose Papa et Rose Maman. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, c'est qu'à force de ritournelle, la route s'allonge et nos géants traînent encore dans les rues lorsque la nuit est tombée. C'est le dernier carnaval, alors nos géants vont rentrer. Et donc il y a une sorte de lutte qui va se faire entre la foule et les géants pour les empêcher de rentrer. On a envie de faire durer la joie, c'est le printemps, puisque le carnaval correspond à ça. Alors les gens veulent continuer la fête. C'est qu'ils sont attachants. Rose Papa, 178 ans et Rose Maman, 145 ans, mais toujours bon pied et bon oeil pour danser. Même si sur la balance, ils affichent une centaine de kilos, une fierté pour les porteurs. C'est à l'intérieur, c'est dans le ventre. Voilà. En tant qu'habitant de Cassel, c'est quelque chose, c'est une petite émotion qu'on a. Et ce qu'on regrette, ce qu'on va regretter dans quelques instants, ils vont aller dormir jusqu'à l'année prochaine. C'est quand tu vas aller dormir, voilà. Et quand le couple rentre à la maison, ça ne se passe pas sans cri. Il faudra attendre l'hiver prochain pour revoir Rose Papa en goguette, mais seul, sacré coquin. Martin G est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Martin, demain on parlera télévision dans Voix publique. Et qu'attendez-vous de la télévision numérique terrestre? Selon vous, la TNT va-t-elle permettre de renouveler l'offre de programmes télévisuels? La TNT va-t-elle rendre la télé plus intelligente et cultivée? Jusqu'à présent, les 3/4 des Français se contentaient de recevoir les 6 chaînes habituelles. La TNT qui débarque demain va leur en offrir désormais 14, dont 8 chaînes entièrement nouvelles, au moins par le nom, persiflent déjà quelques mauvaises langues, mais 14 chaînes dont France 4 qui nécessite de s'équiper d'un adaptateur payant entre 70 et 300 € selon les modèles pour la recevoir. Et pour l'instant, dans la région, les habitants de la métropole lilloise, d'Hazebrouck et de Lens seront les seuls à pouvoir capter la TNT. Qu'en attendez-vous? Je recevrai le directeur de France 3 Nord-Pas-de-Calais, Jean-Marc Dubois, 03 23 23 23 et France3.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 19-20 continue. On se retrouve demain à la mi-journée pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. À demain.